Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, accroche-toi bien, aujourd'hui on va voir 3 techniques que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que tu ne les connais pas, sur la vente. Des techniques qui peuvent te permettre d'augmenter tes ventes de 10, 15 jusqu'à peut-être 50%, ça dépend bien sûr de qu'est-ce que tu vends, à qui tu le vends et comment t'implémentes ces techniques. C'est des petites techniques qui sont pas enseignées en école de commerce, qui sont pas enseignées probablement dans les écoles de vente. C'est des trucs un petit peu sous le manteau, un petit peu borderline peut-être, que j'ai lu dans des vieux bouquins de marketing. D'ailleurs, j'ai le bouquin dans lequel j'ai lu la plupart de ces techniques, mon chien histoire vraie, mon chien a fait pipi dessus et donc j'ai dû le foutre à la poubelle et ça me manque beaucoup parce que c'était un des seuls bouquins dans lesquels je revenais très régulièrement. Heureusement, j'avais pris le temps avant de prendre des notes et donc j'ai récupéré dans mes notes ces petites techniques là. J'en ai sélectionné 3, il y en a plein, j'en ai des dizaines. J'en ai sélectionné 3 pour toi aujourd'hui. Je te propose qu'on commence tout de suite par la première sans plus tarder. Alors simplement juste avant de commencer, ces techniques-là, garde-les pour toi, utilise-les, c'est des techniques qui fonctionnent. Moi, je les ai à peu près toutes testées sans forcément toujours en avoir conscience, je me rends compte, mais c'est des techniques qui peuvent très très bien marcher. Ne les crie pas sur tous les toits, l'idée c'est que ça reste un petit peu confidentiel, ça reste un petit peu entre nous. Alors la première technique, c'est un truc tout simple, c'est la technique de la graine de curiosité. Alors c'est quoi alors c'est une technique d'un gars qui s'appelle Joseph Sugarman, c'est une technique d'un gars qui s'appelle Joseph Sugarman, qui est un copywriter américain, et le principe de la graine de curiosité, c'est que tu vas faire en sorte, dans ton argumentaire de vente, de planter des graines de curiosité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est soulever un indice, un mystère, quelque chose qui va donner envie aux gens à tout prix de savoir la suite. Donc par exemple, il y a une grande règle qui s'applique au copywriting, donc à l'écriture qui sert à vendre, c'est que chaque paragraphe ne sert qu'à une chose, c'est à lire le paragraphe suivant. Et un paragraphe échoue si la personne arrête de lire au niveau de ce paragraphe-là. Donc l'idée, ça va être à la fin de chaque paragraphe d'un argumentaire de vente, par exemple, de planter une graine de curiosité. Donc par exemple, tu peux dire « mais ce n'est pas tout ». Ou alors continuez à lire. Ou alors « mais je ne me suis pas arrêté là ». Ou alors « je vous explique tout de suite ». Ou alors, et maintenant vient le meilleur moment. Bref, donner envie à la personne d'avoir la suite, c'est-à-dire que tu vois, quelques mots simplement qui vont créer du mystère, un peu des mots qu'on pourrait trouver dans un polar, tu vois. Tu lis un bon polar, vraiment un roman policier tu vois, le genre de roman où t'es accro toute la nuit, tu peux pas lâcher le truc tellement t'es à fond dedans. Bah, ce genre de polar utilise énormément ces graines de curiosité, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des petites phrases qui te donnent absolument envie de continuer à lire la suite. Et ces petites phrases-là, il faut les réutiliser dans la vente, puisque la vente, c'est quoi ? C'est réussir à maintenir l'attention de quelqu'un sur un argumentaire jusqu'à avoir la possibilité de le convaincre. Donc l'objectif, c'est de tenir en haleine le lecteur jusqu'au bout. C'est bien sûr aussi quelque chose que tu peux faire sur YouTube, dans un podcast, en expression orale, dans une conférence. Par exemple, tu peux commencer, c'est ce que font certains YouTubeurs, ils ont raison de le faire, commencer par exemple une histoire au début de ta vidéo, donc tu vas dire tiens, je vais te raconter une histoire, c'est un truc marrant qui m'est arrivé la semaine dernière, donc voilà, je suis entré dans un bar, puis là il y a un gars qui me fixe, puis qui me dit cette phrase là, et j'ai pas compris cette phrase là, et finalement cette phrase là a pris tout son sens, mais ça je vais te l'expliquer à la fin. Juste avant, laisse-moi te parler de ce truc qui m'intéresse. Bref, tu vas essayer de faire en sorte de peut-être laisser une histoire en suspens, planter une graine de curiosité dès le début, pour que ton audience soit obligée de te suivre pour avoir accès au fin mot de l'histoire. Tu sais que l'être humain déteste les histoires qui ne se terminent pas. On déteste ce qui a un début et pas de fin. On a besoin de terminer, de fermer ce qu'on ouvre, de terminer ce qu'on débute. Et c'est pour ça que c'est assez frustrant de commencer un livre et de s'arrêter au milieu. On a envie de le terminer et c'est toujours assez jouissif de terminer un livre, de le fermer, de faire clap, tu vois, de fermer le truc et de se dire ça c'est bon. C'est une chose de plus que j'ai à mon actif. J'ai lu ce livre jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. On aime terminer ce qu'on commence. On a ce besoin
de terminer ce qu'on commence. Et c'est pour ça que ces choses-là fonctionnent si bien, notamment si tu mets du suspense et si tu laisses penser à la personne en face, à ton audience, à ton lecteur, à ton prospect, que s'il continue pas à lire, s'il arrête sa lecture ou s'il arrête son visionnage maintenant, il va perdre quelque chose, il va passer à côté d'une information capitale. Et nous, on est dans le business de l'information, on vend des conseils, donc c'est capital justement de tourner ça autour d'une information, quelque chose vraiment qui peut être important et que la personne pourrait rater si elle ne te suit pas jusqu'au bout. Tu peux aussi promettre un secret que tu vas révéler à la fin, ou promettre une annonce importante à la fin. Par exemple, j'ai une annonce, beaucoup de youtubeurs le font, j'ai une annonce très importante à vous faire, je ferai à la fin de cette vidéo, juste avant je voudrais te parler de ça. Bref. Donc ça c'est la première technique, c'est la graine de curiosité à utiliser sans modération. Je te conseille vraiment de l'utiliser dans chacun de tes argumentaires de vente, mais pas seulement dans tes argumentaires de vente. Je te conseille de l'utiliser dans tous tes contenus, dans tes podcasts, dans tes articles, dans tes vidéos, histoire de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible. Et tu sais quoi, il y a un deuxième avantage avec cette graine de curiosité, c'est que YouTube se base énormément sur le taux de rétention pour référencer tes vidéos. C'est-à-dire qu'une vidéo qui va avoir un super titre, qui va faire beaucoup de vues, mais qui va pas tenir les gens en haleine jusqu'au bout, elle va être moins bien référencée qu'une vidéo même très longue, même avec un titre pourri, qui simplement qui donne envie aux gens de rester jusqu'au bout. Ça, c'est une statistique que YouTube possède, et à partir de cette statistique, YouTube améliore ou pénalise ton référencement. Donc c'est tout bénef à utiliser sans modération la graine de curiosité. Alors la deuxième technique, elle est un petit peu plus borderline, et pourtant c'est une technique qui est utilisée par énormément de monde, dans la publicité de plus en plus aussi. L'idée, ça va être d'avoir un héros et un vilain. Ça consiste en quoi? Et ça, c'est vraiment capital quand tu vends. Quand tu vends, tu sais, souvent je te dis d'utiliser, de parler des problèmes des gens qui sont en face de toi. Bon, ces problèmes-là, ils peuvent avoir une forme, ils peuvent être un vilain. Tu vois, je vais essayer de t'exprimer ça de manière encore plus simple. C'est le héros et le vilain. Et le concept, c'est quoi? C'est d'introduire un antagoniste, donc le problème, pour rallier l'audience au héros, et le héros finalement c'est la solution. Un bon exemple que je peux te donner, c'est la pub 1984 pour le Macintosh. Alors je sais pas si tu as déjà vu cette pub, si tu l'as pas déjà vue, il faut absolument que tu ailles la voir. Donc après avoir vu cette vidéo, tu peux ouvrir un nouvel onglet sur YouTube et taper Macintosh pub ou Apple pub 1984. Tu vas tomber dessus, c'est une pub célébrissime qui a été sortie pendant le Super Bowl, qui a été lancée une seule fois, tu vois, pendant le Super Bowl américain, donc au moment où tout le monde était devant la télé. Et cette pub-là te montre une sorte de grande salle, tu vois, de cinéma avec des gens qui sont tous zombifiés, tu vois, qui ont les yeux fixés sur un grand écran avec un espèce de leader, de dictateur, tu vois, qui parle et qui dicte des trucs. Et à un moment, tu vois une jeune fille en tenue de sport qui casse la porte et qui arrive en courant avec un grand marteau, en se faisant poursuivre par des gardes, tu vois. Et elle arrive devant le grand écran où il y a tout le monde qui est complètement lobotomisé, et elle se met à tourner son grand marteau, tourner sa grande masse autour d'elle, tourner, et juste au moment où les gardes arrivent pour la rattraper, elle lâche la masse, et la masse arrive dans l'écran. Et t'as une grande lumière qui sort de l'écran, et tous les gens qui sont lobotomisés reprennent vie soudainement. Et juste après, t'as ce message très simple qui est quelque chose du style voici pourquoi 1984 ne sera pas 1984. Apple va présenter un nouvel ordinateur la semaine prochaine ou je ne sais quoi. Bref, en gros, cette publicité évidemment fait référence au film et au livre de George Orwell 1984, qui décrit un monde voilà où la surveillance est omniprésente, un monde un peu une dictature quoi. Et cette dictature pour Apple dans cette publicité est représentée par IBM. Donc IBM, tu sais, c'était la grosse société d'ordinateurs de l'époque, c'était un peu le Big Brother de l'ordinateur, et Apple le présente comme ça, tu vois, sans jamais citer son nom. C'est ça qui est intelligent, tu vois, c'est que jamais ils l'attaquent frontalement, sans jamais citer leur nom. Ils vont en gros faire passer le message que IBM c'est le vilain, tu vois, c'est le grand méchant, c'est Big Brother, et que eux c'est la liberté. Et cette publicité a été un des plus grands succès en termes de marketing d'Apple. Ça a été tout le monde en a parlé le lendemain, ça a été dans tous les journaux, ça a fait un buzz énorme ensuite autour du Macintosh, alors que IBM avait même pas été tu vois, c'était une publicité subtile où il y avait un héros et un vilain. Et nos cerveaux sont formés, ce qui est très intéressant, c'est que nos cerveaux sont formés pour voir le plan d'ensemble. C'est-à-dire que si un homme préhistorique rencontre un tigre aux dents de sabre,
Il va pas se demander, tiens, combien de dents a ce tigre? Il va se dire, est-ce qu'il va me bouffer ou pas? Donc commencer par les grandes idées. L'idée c'est de commencer par les grandes idées et puis ensuite donner des détails et pas l'inverse. Donc tu vois bien que cette pub 1984 ne donne aucun détail, elle ne donne aucun détail sur le produit qu'Apple va sortir, elle ne donne aucun détail sur le méchant, à part le fait que ce soit une sorte d'incarnation de Big Brother, mais on parle simplement de la grande idée. Et c'est cette grande idée qui va créer de l'émotion chez les personnes qui sont en face de toi, chez l'audience, et les gens vont vouloir se rallier. Quand tu présentes un héros et un vilain, c'est très difficile de se dire, ok, bon, bah ces deux personnes qui se chamaillent, moi ça m'intéresse pas. Très souvent, on va vouloir s'engager soit auprès du héros, soit auprès du vilain, en disant qu'en vrai c'est pas un vilain, mais il est du bon côté et c'est l'autre qui se trompe. Bref, mais on va vouloir se positionner par rapport à cette bataille, tu vois. Il y a souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les, je sais pas, dans beaucoup de milieux, par exemple, tu regardes dans le rap, même sur YouTube aujourd'hui avec le Jake Paul et compagnie là, il y a des espèces de clash, tu vois, genre Booba La Fouine, Jake Paul et je sais plus quel autre débile là qui s'amuse à faire des combats de boxe pour faire du buzz. Bref, des gens qui s'amusent justement, souvent c'est même, tu vois, souvent c'est même préparé, c'est pas vraiment sérieux comme bataille, mais ces gens s'amusent à finalement se créer une histoire d'héros et de vilains, à se combattre parce que c'est ce qui crée de l'attention autour d'eux et c'est ce qui va polariser leurs fans, c'est-à-dire que les fans vont avoir besoin de se positionner. Est-ce que je suis du côté de Booba? Est-ce que je suis du côté de La Fouine? Est-ce que je suis du côté de Jake Paul? Est-ce que je suis du côté d'Apple ou est-ce que je suis du côté d'IBM? Donc de ton côté, t'es pas obligé d'accuser directement les gens, t'es pas obligé de faire du clash, c'est stupide de faire du clash. Mais ce que tu peux faire, c'est de manière beaucoup plus subtile, comme dans la publicité d'Apple, introduire un antagoniste. C'est quelque chose que tu peux faire au début de ta présentation, au début d'une vidéo, au début d'un argumentaire par exemple. Toujours établir le problème avant de révéler la solution, puis ensuite révéler la solution qui est finalement le héros par rapport à ce vilain. Et puis ensuite rendre cette solution tangible et faire ressentir aussi la douleur, liée au problème qu'on a posé. Donc ça c'était la deuxième stratégie, c'est la stratégie du héros et du vilain. Alors l'idée c'est pas comme la graine de curiosité, je te déconseille de l'utiliser dans tous tes contenus, c'est une stratégie que tu vas utiliser avec un peu plus de parcimonie, mais c'est une stratégie aussi qui je pense est importante si tu veux créer une relation forte avec ton audience. Il faut que ton audience se dise ok, moi je le suis lui parce qu'il a des bonnes valeurs et ça me parle, mais par contre lui je le suis pas parce que je l'aime pas. Et donc il faut que finalement tu polarises les gens et tu auras forcément des gens qui t'aimeront, des gens qui t'aimeront pas, tu pourras pas, si t'as des gens qui t'adorent, tu auras forcément en face des gens qui te détestent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, tu vois, c'est exactement comme Apple, Apple ils ont des fans, et ils ont aussi des gens qui les détestent, tu vois, juste parce qu'ils ont un discours qui est polarisant, parce qu'ils ont des valeurs qui sont polarisantes, parce qu'ils ont une histoire qui est polarisante, et donc soit on est de leur côté, soit on est contre eux, mais on n'a rarement pas d'avis sur des sociétés comme ça. C'est pas comme Carrefour où tout le monde s'en fout parce que c'est une société qui n'est pas polarisante. Voilà. Finalement, celle qui marquera le plus l'histoire, ce sera pas Carrefour, ce sera Apple. Donc ça, c'est le héros et le vilain. Alors, la troisième stratégie, c'est une stratégie qui est encore plus borderline, c'est-à-dire que là, on va directement aller attaquer un concurrent sans forcément le nommer. Moi, je te déconseille de nommer les gens que tu attaques parce que ça va te causer des problèmes. C'est pas toujours légal. Tu peux te faire attaquer si tu tombes sur un mec un peu procédurier, tu peux te faire attaquer pour des histoires de diffamation. Et puis, tu vois, on n'a pas besoin d'être agressif. Je veux dire, pour moi, tout ça, c'est un grand jeu. On n'a pas besoin de se taper dessus. On n'a pas besoin de se détester. Il faut simplement bien jouer. Et la dernière stratégie que j'ai à donner, ça s'appelle la stratégie du vaccin. La stratégie du vaccin, c'est un truc qui a été développé par Drew Eric Whitman, qui est un autre copywriter, qui consiste à vendre en tapant sur ses concurrents, mais en tapant de manière très faible. C'est quoi un vaccin ? Un vaccin, c'est une attaque faible qui permet de se prémunir contre une attaque plus grosse. C'est-à-dire qu'un vaccin, c'est quoi? Alors qu'on soit pour ou contre les vaccins, je vais pas entrer dans le débat. L'idée du vaccin, c'est quoi? Si on va t'inoculer une toute petite dose d'un virus dangereux, de manière à ce que ton corps fabrique des anticorps et se prémunisse contre ce virus et qu'ensuite tu n'attrapes plus la maladie en question. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va faire une attaque faible, une attaque de faible ampleur, un peu comme un vaccin, qui va permettre aux prospects de se méfier de tes concurrents et de donc les rendre davantage fidèles à ce que toi tu racontes. Donc comment tu peux faire ça concrètement ? Ça peut être une phrase qui va être du style « ils vous disent que, mais ». Je vais donner un exemple qui va tout de suite te parler. Imagine que tu ouvres une pizzeria.
et tu as envie de te différencier de tes concurrents. Et la meilleure manière que tu as trouvé pour te différencier de tes concurrents, c'est d'avoir des produits frais qui viennent directement de Rungis, tu vois, où tu as l'ail qui pend au plafond et puis tu prends du vrai ail pour faire ton truc, c'est pas du décongelé, c'est pas du réchauffé, bref, tu essayes d'avoir des vrais ingrédients. Comment tu vas dire ça aux gens? Est-ce que tu vas dire on a les meilleurs ingrédients? Bon, tu vois, tu peux dire ça, ça va être toujours compliqué de faire valoir ton point parce que n'importe quelle pizzeria va dire qu'ils ont les meilleurs ingrédients. Donc ce que tu peux dire par exemple, c'est dire nos concurrents vous parlent de mozzarella fraîche, mais ils ne vous disent pas qu'ils la décongèlent par pack de 6 kilos. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une attaque de faible ampleur, c'est-à-dire qu'on ne cite pas directement des concurrents, c'est pas une grosse attaque, tu vois, c'est pas un truc très très grave, mais on va souligner un petit peu l'hypocrisie de nos concurrents qui vont nous dire qu'ils ont la mozzarella fraîche, mais qui pour l'immense majorité la décongèlent. On va montrer aussi qu'on connaît bien ces pratiques, qu'on sait comment c'est fait, qu'on sait comment ça se passe et qu'on a décidé délibérément de ne pas le faire. C'est-à-dire que évidemment, si tu utilises la stratégie du vaccin, tu ne vas pas toi-même faire ce que tu reproches à tes concurrents. Donc tu vas pointer quelque chose que tes concurrents ont tendance à faire, de pas forcément très réglo, pas forcément très honnête, qui plaît pas aux gens, et tu vas expliquer évidemment que toi tu fais pas ça. Alors cette stratégie du vaccin, je pense à quelqu'un d'autre, notamment Xavier Niel quand il a présenté ses offres Free Mobile. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était quand même vraiment un truc à voir, c'est-à-dire que ça a vraiment aussi fait un immense chamboulement, tout le paysage des opérateurs en France a changé, la vision aussi que les gens avaient de leur opérateur a changé, c'est-à-dire que pendant des années et des années, les opérateurs se sont goinfrés sur le dos des gens puisqu'ils vendaient ils vendaient des forfaits à 50 ou à 100 euros pour quelque chose qui eux leur coûtait pas grand chose. On l'a bien vu puisqu'après Free a sorti les mêmes forfaits pour 20 euros. Donc ce que Xavier Niel a dit quand il était sur scène, il a commencé sa conférence en disant vous êtes tous des pigeons. Donc on peut se dire mais il est fou d'attaquer les gens comme ça, il a dit vous êtes tous des pigeons. Et ensuite qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit que voilà, les gens étaient tous des pigeons parce que les opérateurs faisaient des marges énormes, etc. Il n'a pas forcément accusé directement des gens, il a simplement fait cette stratégie du vaccin, c'est-à-dire qu'il a fait une petite attaque qui ensuite est devenue énorme, tu vois, est devenue monstrueuse avec le temps puisque les gens, grâce à ça, ont perdu définitivement la confiance en les opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait confiance à son opérateur, tu vois, on est tous là, tu vois. Les gens, on voit bien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un opérateur qui fait une offre, les gens quittent leur opérateur pour aller chez l'autre, on n'a pas de vrai attachement à son opérateur. Et moi, finalement, le seul opérateur chez lequel je suis vraiment resté longtemps, c'était justement Free Mobile, parce que moi, j'étais un des premiers à m'être inscrit, et pourtant, Free Mobile, et c'était probablement quelque chose qu'aurait pu reprocher ses concurrents, justement, qu'ils ont peut-être pas assez fait, c'est que Free Mobile, le réseau était absolument pourri, et pourtant, j'ai dû rester chez eux pendant peut-être 4 ou 5 ans, parce que j'avais été séduit par cette histoire de héros et de vilains. J'avais été séduit par cette histoire de le Xavier Niel, qui est un gars que j'aime bien, qui débarque sur scène et qui va dire aux gens vous êtes des pigeons, qui va leur expliquer pourquoi et qui va tout de suite remettre en cause tous les plus grands systèmes d'opérateurs téléphoniques de France et même du monde, puisque dans la plupart des autres pays du monde ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Donc c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Donc comment on fait ça? On commence par chercher ses points forts par rapport à la concurrence. Tu regardes ce que font les autres, tu regardes ce que font tes concurrents et tu dis voilà, ok, qu'est-ce que moi je peux apporter par rapport à eux? Qu'est-ce que moi je fais qu'eux ne font pas? Qu'est-ce que eux font moins honnêtement que moi? On va commencer par chercher ses points forts, puis on va inoculer simplement le vaccin avec une petite phrase, avec une attaque de faible ampleur pour ensuite gagner la confiance et la crédibilité de ses abonnés. Je pense notamment, ça c'est une stratégie qui peut très très bien marcher, notamment dans les thématiques ou alors dans les business où il y a beaucoup d'escroquerie. Alors moi dans ma thématique c'est le cas, c'est peut-être pas le cas dans la tienne, je pense notamment, je sais pas si t'es serrurier, si tu répares les volets, moi je sais qu'à un moment j'avais un problème de volet cassé, tu vois, c'est juste une petite fissure dans le volet, le mec voulait tout me remplacer, me faire payer 3000 balles, enfin tu vois, il y a quand même beaucoup d'escrocs dans ce domaine-là, ça veut pas dire que tous les gens sont des escrocs, ça veut dire que dans tous les domaines où il y a une vraie expertise et où les clients n'y connaissent rien, et où c'est pas des boîtes qui ont pignon sur rue et qui ont une réputation à défendre, logiquement et naturellement, il y a énormément d'escroqueries qui se développent. Donc par exemple, moi, un truc que je ferais si aujourd'hui j'étais dans une de ces professions, c'est de me positionner sur l'honnêteté. Parce que quand tu cherches un serrurier, au-delà même des prix
et de la qualité, la première chose en fait que tu cherches, c'est un serrurier honnête. C'est le mec qui va pas te faire croire qu'il faut tout changer et péter la porte s'il y a pas besoin de remplacer. Un mec qui peut, qui va simplement t'ouvrir la porte avec, je sais pas, avec une radio s'il peut le faire, qui va pas te faire croire qu'il faut tout changer. Un gars qui va pas essayer de gonfler ses tarifs en essayant de te faire croire qu'une serrure ça vaut 3000 balles. Bref, un gars honnête, c'est la première chose que tu veux. Et t'es prêt à payer un peu plus pour ça, et t'es prêt à peut-être attendre un peu plus ou avoir un délai un peu plus pour ça, parce que la première chose que tu recherches, c'est d'avoir un gars honnête. Donc si tu es serrurier, tu pourrais par exemple faire une vidéo dans laquelle tu vas dénoncer les arnaques des serruriers et comment s'en prémunir, ou tu vas faire une vidéo, par exemple, moi je vois très bien, tu vois, tu fais une vidéo où tu dis voilà comment on fait pour ouvrir sa porte soi-même sans avoir besoin d'appeler un serrurier. Donc tu vas même faire une vidéo qui va un peu contre ce que tu racontes, contre toi. Et puis le gars, peut-être il va y arriver, et puis peut-être il va pas y arriver. Mais tu sais quoi? Dans tous les cas, il va se souvenir de toi. C'est-à-dire que il y en a pas beaucoup des vidéos de serrurier qui t'expliquent comment faire des trucs. Donc tu laisses tes coordonnées en dessous, tu dis voilà, si un jour vous avez besoin d'un serrurier pour un truc sérieux, vous m'appelez, je viens, je vous fais un devis. Et puis tu forces pas à l'achat. Et puis le jour où la personne aura vraiment un problème de porte, c'est toi qu'elle va aller chercher, parce qu'elle va se dire ok, c'est le seul serrurier honnête que je connaisse, puisqu'il a fait une vidéo pour me dire que j'avais pas besoin de serrurier, ou alors pour me dire que les serruriers faisaient souvent ces arnaques là et qu'il fallait m'en prémunir. Et puis si finalement il n'arrive pas à ouvrir sa porte, il va directement t'appeler toi. Donc je pense que ce genre de choses, ça peut très très bien fonctionner dans ce genre de profession justement où il y a beaucoup d'escroqueries et d'arnaques. Donc ça, c'était 3 petites stratégies que tu peux mettre en place dès maintenant dans tes argumentaires de vente, mais aussi dans tes contenus. C'est vraiment des stratégies qui sont, je trouve, adaptés parfaitement aux créateurs de contenu. Tu vois, c'est des choses que tu peux parfaitement inclure dans un argumentaire. Moi, je pense que quand t'es créateur de contenu, tu ne vends pas le jour où tu vends dans toutes tes vidéos, tu vends dans tous tes contenus. Et finalement, le jour où tu vends, t'as juste à dire, voilà, moi j'ai créé un produit qui s'appelle comme ça, et puis tu vas voir qu'il y a déjà des gens qui vont l'acheter s'ils sont intéressés par le produit et si c'est un produit qui répond à leurs besoins. Mais la relation et la confiance que tu vas nouer avec les gens, elle va pas se faire au moment où tu vas vendre le produit, elle va se faire dans tous tes contenus. C'est pour ça que dans tous tes contenus, il faut travailler là-dessus, implanter la graine de curiosité pour que les gens te suivent le plus longtemps possible, introduire cette histoire de héros et de vilains de manière à ce que les gens se positionnent émotionnellement, et puis ensuite utiliser cette stratégie du vaccin, notamment c'est dans une thématique où il y a beaucoup d'escroqueries ou alors où les gens sont pas toujours très réglo, et c'est le cas dans énormément de domaines quand même, on va pas se mentir. Et donc pour pour décrédibiliser un petit peu tes concurrents et pour renforcer aussi la confiance avec les gens, parce que les gens vont dire s'il le dénonce, c'est qu'il le fait pas et donc que je peux lui faire confiance. Voilà, si tu veux aller plus loin, tu le sais, je te l'ai présenté hier, j'ai fait un pack de 5 formations sur la vente, 5 formations pour le prix d'une, c'est-à-dire que ces 5 formations valent pour 4 d'entre elles 199 €. La dernière, c'est un plan d'action, c'est un bonus si tu veux à 79 € en temps normal, vendu séparément. Et là, tu as le total de ces 5 formations pour le prix d'une, c'est-à-dire à 199 € au lieu de 875 € seulement jusqu'à samedi. Qu'est-ce qu'on a? On a la méthode Maker, créer un podcast rentable en 1 heure par jour. Ensuite, comment j'ai vendu 40 formations en 1 an. Ensuite, comment vendre sans passer pour un escroc, trouver des clients pour la vie, et enfin, on crée ton business en ligne aujourd'hui. Donc, tu as toute la marche à suivre du début jusqu'à la fin pour trouver des idées de produits, trouver des clients, mettre en place un business model, créer un produit, une formation de A à Z, enregistrer les modules, faire le plan, trouver un hébergeur pour la mettre en ligne, la mettre en vente, etc. Et puis vendre cette formation, c'est-à-dire faire un argumentaire de vente efficace et répéter le processus jusqu'à avoir un système qui fonctionne bien pour toi et qui te permet d'avoir un métier durable. Si tu veux franchir cette étape, t'as le premier lien en description qui va t'amener directement sur ce pack, donc tu peux regarder si ça t'intéresse ou pas. Simplement, c'est disponible jusqu'à samedi. Et ensuite ce sera retiré de la vente. Donc 5 formations sur la vente pour le prix d'une. C'est mes meilleures formations sur la vente que je t'ai ressorties, celles qui ont fait le plus, celles qui ont le mieux marché et celles qui ont eu le plus d'élèves. On se retrouve tout de suite là-dedans et dans le prochain podcast. À la prochaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.